et notamment ces chiffres vertigineux. Près de 7 millions de salariés sont désormais au chômage partiel. 7 millions sur les 20 millions que compte le secteur privé, ça représente 628 000 entreprises, un coût massif pour l'État de 20 milliards d'euros. Alors ce sont effectivement des chiffres vertigineux parce que c'est une crise économique vertigineuse. Et je crois ne jamais avoir caché aux Français que cette crise était une crise qui ne pouvait avoir d'autre comparaison que la grande récession de 1929. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une grande partie de l'économie française, une grande partie des économies européennes sont à l'arrêt. Entre des milliers de faillites et la dette, nous avons choisi la dette. Et je pense que c'est le seul choix responsable. Une dette qui va atteindre 112% du PIB, un endettement provisoire, annonce Bruno Le Maire, mais le redressement sera long, alors que le déficit public s'affiche à 7,6%. Bonsoir Daniel Cohen. Merci d'être en direct avec nous ce soir. Vous êtes professeur à l'École d'économie de Paris, directeur du département d'économie à l'École normale supérieure. Il y a quelques semaines, personne ne pouvait encore prédire l'impact de cette crise, mais là, toutes les prévisions indiquent une crise sans précédent, pire que la grande récession de 1929, rappelle Bruno Le Maire, sauf qu'en réalité, cette crise, elle ne ressemble à aucune autre. Non, elle ressemble à aucune autre, même si les ordres de grandeur, en effet, de la récession se comparent non plus à 2008, comme on le redoutait il y a encore quelques semaines, mais en effet à ce qui s'est passé en 1929, dans les années 30, où en cumulé, la production mondiale avait perdu 30%. Là, on est sur 30% de pertes par mois, donc ça veut dire sur l'année, évidemment, c'est 1/12 de ça, mais si la crise dure, les chiffres vont forcément monter, donc oui, on est dans quelque chose de tout à fait extraordinaire du point de vue des ordres de grandeur de cette crise économique, indiscutablement. Hier soir, après 16 heures de négociations, les ministres européens des Finances se sont finalement mis d'accord sur un plan de soutien à l'économie de 550 milliards d'euros. Il était soulagé, Bruno Le Maire, il avait des raisons d'être soulagé. Oui, c'est un effort européen, mais c'est un effort qui n'est pas suffisant, qui n'est pas à la hauteur, et ça n'est certainement pas la faute de la France ni du ministre, c'est l'Europe qui a beaucoup de mal à se mettre en place. Ce qui est certain, c'est que quand cette crise a commencé, personne n'avait la moindre idée de ce qu'elle allait signifier. On comprend les crises quand elles sont, on va dire, classiques, quand en fait les crises naissent au sein de l'économie elle-même. Mais là, on avait une crise tout à fait singulière qui résultait du fait qu'on ne pouvait plus parler à autrui dans des espaces publics. Qu'est-ce que ça veut dire en termes économiques que de ne plus avoir le droit d'aller dans des cafés, de ne plus avoir le droit, comme nous ce soir, d'être sur le même plateau? Quelle était la signification de tout ça? Et il n'y avait aucun modèle préalable qui nous permettait de l'avoir, et on pouvait redouter plus grave encore que ce qui s'observe. On comprend que c'est 1/3 du PIB qui disparaît quand on ne peut plus se rencontrer. Voilà, ça c'est l'ordre de grandeur nouveau, on trouve des chiffres tout à fait comparables d'un pays à l'autre, donc on peut partir de ça. Quelle est la politique économique optimale? Malheureusement, dans le cas européen, on hérite des instruments qui avaient été fabriqués pendant la crise de 2008, c'est-à-dire des instruments destinés à lutter contre une crise financière. C'est pas du tout ça dont il s'agit aujourd'hui. On va pas faire un crédit à une entreprise qui est en train de faire faillite. On va pas faire un crédit à un salarié qui est au chômage. On est obligé de faire du soutien budgétaire. Donc, en effet, la contrepartie de cette crise, c'est un déficit budgétaire considérable. Voilà. Et idéalement, j'ai envie de dire, le déficit budgétaire idéal, ce serait celui qui est exactement à hauteur de la baisse du PIB. Le PIB baisse parce que les gens ne peuvent pas travailler, le déficit budgétaire doit l'accompagner. L'Europe vient évidemment là-dedans jouer sa partition, mais c'est les États qui sont en première ligne, c'est eux qui doivent soutenir toutes ces entreprises défaillantes et tous ces chômeurs en difficulté. Les sommes seront donc proportionnées à cette crise. C'est, là encore, tout à fait extraordinaire. Mais la France l'a bien dit, elle préfère la dette aux faillites. Cet endettement, il est assumé par Bercy pour éviter le naufrage de l'économie française. C'est le retour de l'argent magique. Alors, c'est d'abord une nécessité. On n'a pas le choix. Il faut faire ça, ou alors on va dans une situation où, pour le coup, cette crise sanitaire se transformerait en une crise financière, une crise économique. Et
Et ça n'est pas fini, je vous entendais à l'instant, on voit bien que l'idée qu'on se faisait encore il y a quelques semaines d'une crise qui durerait un mois, et puis après les économistes parlent d'une récession en V, comme le V grippal, c'est-à-dire ça tombe et puis ça repart tout de suite parce que au printemps, ça y est, on sort, on s'amuse et la crise est finie. On voit bien que ça ne va pas se passer comme ça, que ça va donc s'installer dans la durée, donc il n'y aura pas de rebond. On parle de V, vous savez, on parle de U, on parle de L pour décrire la crise, on sera entre le U et le L, c'est-à-dire ça va repartir très lentement, donc les déficits vont s'accumuler encore. Après, quand toute cette dette aura été accumulée, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, il ne faut pas à ce moment-là se tromper de bataille. On est plus dans la voie d'une japonisation de l'économie que, à proprement parler, à la veille d'une crise d'inflation, par exemple, qui résulterait de toutes ces liquidités. Japonisation, ça veut dire que pendant très longtemps, ce sera plutôt la déflation. Il n'y aura pas d'inflation, les taux d'intérêt vont rester très très bas. Et donc la dette, au fond, ça ne sera pas le problème principal. Le problème principal, ça sera plutôt de faire qu'il y ait de l'inflation, que l'activité s'enflamme un peu. Là, aujourd'hui, l'État français se finance à 0. À 50 ans, il se finance à des chiffres qui sont tout à fait dérisoires. Il faut émettre une dette à 50 ans, à 30 ans au moins, et il faut que la Banque Centrale Européenne soit coopérative, achète indirectement cette dette pour qu'on n'ait pas de problème financier pendant les 30 ou 40 prochaines années. C'est malheureusement l'envers positif de cette récession. Aujourd'hui, on peut le faire. C'est ça qu'il faut faire et ne pas penser trop vite à avoir des mesures de restriction budgétaire pour payer tout ça. J'ai fait l'erreur en 2009-2010. La stratégie du déconfinement qu'on évoquait avec le professeur Mignon il y a un instant va être primordiale. Si on s'achemine vers un déconfinement échelonné, d'un point de vue économique, c'est le pire des scénarios. Oui, absolument. Le pire, c'est quand même ce serait que ça reste dans le confinement absolu pendant encore très longtemps. Mais oui, c'est le pire parce que, au fond, toute l'énergie qui a pu être emmagasinée pendant cette période de confinement ne va pas se libérer. Les gens ne vont pas partir en vacances comme ils auraient pu le faire si la crise était terminée. Ils vont pas se mettre à redépenser comme des dingues parce que l'ivresse, comme après la libération, reviendrait. Donc non, on va avoir une reprise très très prudente. Et là, il faudra un pilotage très fin. Il faudra d'abord surtout continuer de maintenir les dispositifs d'aide. Pour l'instant, je le disais, on utilise les instruments de la crise de 2008. C'est-à-dire on fait du crédit, on donne des garanties aux entreprises. Mais personne ne peut penser que ces garanties ne seront pas appelées. Il y a un tas d'entreprises qui ne pourront pas honorer la dette. L'État la garantit, l'État devra le payer et devra annuler cette dette contractée par ces entreprises qui aujourd'hui n'ont pas d'autre recours que le crédit. Donc le coût financier va continuer. C'est là que le bras de l'État devra être ferme, assumer jusqu'au bout cette reconquête d'une situation normale en soutenant très longtemps encore tous ces secteurs en difficulté. Pour gommer le trou de 2020, cela prendra des années. Si on arrive avant 2023, si on y arrive avant 2023, ce sera déjà bien. Prévision de Christophe Barrault, le chef économiste du courtier Market Securities, élu meilleur prévisionniste au monde. Vous validez sa prévision ? Écoutez, moi je serais ravi qu'en 2023 toute cette histoire soit terminée, mais encore une fois, il ne faut pas être obsédé par la dette. La dette japonaise est le double de la nôtre, ça n'a aucune importance parce qu'elle ne coûte rien. Elle ne coûte rien parce que les taux d'intérêt sont nuls. Et ce qui est inquiétant, c'est plutôt les raisons pour lesquelles les taux d'intérêt sont nuls, c'est-à-dire que l'économie n'a pas retrouvé de dynamisme. C'est ça qui doit nous préoccuper aujourd'hui. Si l'économie reste longtemps encore dans cet état-là, la dette ne sera pas un problème parce que voilà, ce qui compte, c'est pas le quantum de dette, c'est le prix que vous payez pour la contracter. 0 fois un nombre très important, ça reste 0. Raison. On est plutôt dans cette situation aujourd'hui. Même moi, ça, je peux le comprendre. Ce qui est sûr pour vous, c'est que cette crise marquera le début du recul du capitalisme. Écoutez, il y a plusieurs chocs qui se font simultanément. Il y a le choc du capitalisme mondialisé, celui qui a commencé avec la crise chinoise, et tout le monde a pu mesurer que ce capitalisme mondialisé a été trop loin. On a des chaînes de valeur qui sont réparties aux 4 coins de la planète à cause d'une espèce d'obsession qui a été celui du capitalisme ces dernières décennies, de vouloir réduire les coûts à tout prix en allant chercher des producteurs toujours moins chers. Je pense que cette période de l'histoire, qui a duré une grosse quarantaine d'années, ça commence peut-être avec la mort de Mao
Mao, ça s'accélère avec la chute du mur, elle est en train de se terminer. Donc oui, cette phase-là, qui est importante, 40 ans, réfléchissez à l'échelle du 19e siècle, ça veut dire de 1800 à 1840, c'est beaucoup. Et les historiens porteront un regard intéressé à cette période. Celle-là, je crois, se termine, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes pour les pays en voie de développement qui ont encore besoin de cette dynamique du commerce mondial, et c'est un tout autre sujet, mais très important, la situation des pays les plus pauvres face à cette crise. Mais c'est un autre capitalisme qui démarre, c'est celui d'ailleurs que votre invité a commencé à décrire, c'est le capitalisme numérique, c'est celui qui fait qu'en réalité, tout est fait pour que cette réunion à distance ait lieu, tout est fait pour que précisément, grâce à ces nouvelles technologies, au fond, on n'ait plus besoin de se voir. Si on réfléchit à tout ce qui a été fait depuis 10 ans, pensez à Netflix, c'est ne pas avoir à aller dans une salle de cinéma parce que c'est très coûteux, ça immobilise des mètres carrés inutiles. Amazon, on ne va pas dans une boutique. D'ailleurs, le seul des milliardaires qui s'en sortent, c'est Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon. Tous les autres ont un peu perdu du terrain, à commencer par nos milliardaires à nous qui sont dans le luxe, mais lui, il s'est enrichi parce que ça accélère cette tendance à un capitalisme d'un type nouveau, celui qui consiste à tout dématérialiser, tout ce qui peut l'être le sera, avec l'intelligence artificielle en renfort pour faire fonctionner tout ça. C'est quelque chose qui est aussi un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'en effet, la relation humaine de face à face, elle va être dans toute la mesure du possible réduite à la portion congrue. Cette crise est indiscutablement un moment d'accélération de cette transformation du monde. Oui, on sera toujours ravis de vous accueillir physiquement en chair et en os sur le plateau de C'est à vous, Daniel Cohen. Voilà, ne vous dématérialisez pas trop vite. Merci beaucoup d'avoir répondu ce soir à nos questions en direct dans C'est à vous. Merci, Daniel Cohen. C'est l'heure du 5 sur 5.